Ce podcast est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Retrouvez-nous sur jinkyo.com et échangeons sur Facebook et Twitter. Nous, on voulait faire de l'investigation locale, on voulait décentraliser notre rédaction, on voulait partir à la rencontre de nouveaux publics, écrire des choses qui étaient pertinentes par rapport à leurs problèmes, à leurs préoccupations, choses qui les révoltaient, et surtout ne pas arriver sur place puis repartir au bout de 4 jours en disant au revoir comme ça. Salut à toutes et salut à tous qui écoutaient Aparté. Salut Élise. Salut Jean-Baptiste. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir un invité en direct de Belgique. Il s'appelle Quentin Noirfalis. Bonjour Quentin. Bonjour. Tu es situé où exactement à l'heure où on te parle ? Je suis dans la cuisine de ma maison à Verviers, qui est une petite ville à l'est de la Belgique. Parfait. Et donc par ailleurs, tu es l'un des cofondateurs d'un journal qui a un drôle de nom, puisqu'il s'appelle Médor et qui est né en 2015. Juste un petit mot peut-être sur ce titre pas très banal. Est-ce que c'est globalement l'idée d'une information qui n'est pas la voix de son maître, qui n'est pas aux ordres des institutions ? C'est à peu près ça ? Je pense qu'à mon avis, c'est la mauvaise idée de nom de média qu'on a à la première réunion quand on boit des bières et qu'on sait pas encore très bien ce qu'on veut faire. Et puis après, on n'a plus jamais de meilleure idée après. Et après, ça reste. À l'origine, c'était ça, oui. Et alors moi, j'ai découvert Médor à travers un article en anglais, pour le coup, du Journalism Engaged Accelerator qui vous a aidé à financer tout un projet autour de l'innovation et de l'information locale. Et donc, du coup, on va parler de cette expérience, de son analyse et plus globalement de la manière dont Médor essaye d'agrandir, on va dire, la niche de son lectorat. You know, often we talk about in a journalistic setting, we have audiences, which for us in the accelerator often means that that's a one-way dialogue. So audiences are consuming news and information by an organisation that is producing it and distributing it. Whereas, especially within engaged journalism, we don't even reference the word audiences. We use the term community instead because we see that that is much more focused on a community that's collaborating amongst itself, but also with news organisations. Alors là, on a entendu, désolé pour les anglophones, mais je vais essayer de résumer, Catherine Giles, qui est la directrice du programme Engaged Journalism Accelerator, dont vous êtes lauréat. Elle explique que l'approche que favorise ce programme, c'est celle de l'engagement, à savoir qu'on ne raisonne plus vis-à-vis d'une audience dans une relation unilatérale, qu'il n'y a plus d'un côté la production et la distribution de l'info et de l'autre les récepteurs de cette info, mais que dans le journalisme de l'engagement, on parle plutôt de communauté, d'une communauté qui discute entre elles et qui discute avec les médias dans un dialogue constant. Donc vous avez été lauréat avec Médor de ce programme-là, dans l'idée justement aussi de vous rapprocher des communautés locales. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, en fait, la bourse, on l'a découverte un petit peu par hasard. Hein, donc, c'est quelqu'un qui a regardé un petit peu notre approche de magazine. On est basé sur une coopérative déjà, ce qui n'est pas commun. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont les lecteurs qui sont propriétaires du journal. On fait appel à eux pour avoir des avis sur ce qu'on va faire à l'avenir, sur les plans financiers. On les fait approuver, etc. Et donc, quelqu'un qui était assez proche de ce réseau, donc European Journalism Center, nous a conseillé à un moment vraiment d'appliquer pour cette bourse. Et nous, on était dans une phase où on pensait vraiment à comment faire notre passage au numérique, comment le faire différemment et en tout cas en gardant la même identité qu'on avait dans le magazine papier, mais aussi en tentant peut-être de faire un journalisme qui était plus participatif et qui sortait de sa tour d'ivoire pour vraiment prendre en compte les intérêts des gens, pouvoir prendre en compte ce que l'outil Internet permettait et que le papier ne pouvait pas toujours faire. Et donc, on a appliqué pour cette bourse qui, en fait, même en termes de budget, représentait environ un quart de l'argent dont on avait besoin pour faire ce relaunch. Oui, c'est ça. En gros, ils vous ont donné quoi en termes de sous, en termes de moyens humains, de mise en relation, pour être un peu concret ? Donc la bourse, il faut vraiment venir, comme elle l'a expliqué dans l'extrait, ils ne parlent plus eux d'audience, enfin de public cible, ils parlent vraiment de communauté. Et chez nous en Belgique et je pense aussi en France, le terme communauté est souvent connoté péjorativement, alors que dans le monde anglo-saxon, le terme de communauté est quelque chose qu'on valorise. Voilà, eux ils mettent ça en avant dans une co-construction de l'information. Et donc en fait ils sont venus avec plein d'outils et plein d'expériences qui avaient eu lieu, alors pas que dans le monde anglo-saxon, mais surtout là-bas où il y a une forme d'avance. Et donc
en fait, avec ces exemples, nous nous ont nourri de ça et nous on pu se dire, ok, c'est intéressant, parce que nous, on voulait faire de l'investigation locale, on voulait décentraliser notre rédaction, on voulait partir à la rencontre de nouveaux publics, écrire des choses qui étaient pertinentes par rapport à leurs problèmes, à leurs préoccupations, aux choses qui les révoltaient, et surtout ne pas arriver sur place puis repartir au bout de 4 jours en disant au revoir comme ça. Et donc, nous ont vraiment fait réfléchir à comment est-ce qu'on mène en fait un projet, comment est-ce qu'on crée une communauté, comment est-ce qu'on la fait vivre, qu'est-ce qu'on lui laisse à la fin, comment est-ce qu'on part de ce genre de travail, ou est-ce qu'on part réellement ou pas. Et donc voilà, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de médias qu'on connaissait pas. Je prends Kraut Reporter à Berlin, un média ukrainien qui s'appelle Notre Ville, des médias roumains, etc., qui étaient déjà en fait dans toute cette approche, voilà, de changer. Vous vous êtes rencontrés, vous avez dialogué, vous avez échangé sur vos expériences, c'est ça? Oui, alors ce qui est bien, c'est qu'ils organisent, quand on a la bourse, on a des rencontres, hein, donc je pense 3 à 4 rencontres sur l'année de la bourse, où on passe 2 ou 3 jours ensemble à faire des ateliers, souvent avec des méthodes qui sont pas des méthodes qu'on rencontre dans les rédactions classiques. C'est des méthodes qui sont parfois empruntées au monde des ONG, au monde des coopératives. Un exemple, peut-être? Il y a un exemple, moi je trouve l'exemple, l'atelier, un des plus intéressants qu'on ait fait, c'est ce qu'on appelle le Citizen Shift, donc le changement citoyen. Et c'est vraiment l'idée de se dire, en fait, chaque média, dans le cas de la bourse ici, mais on pourrait faire la même chose sur une ONG, sur une organisation, a une forme de rêve ultime, en fait. Une mission, un but ultime. Mais avant d'arriver à ce but ultime, qui chez nous à cette époque-là, chez Médor, n'était pas encore tout à fait clair, en fait, il y a toute une série d'étapes et on doit se mettre des gens dans la poche. Et pour se mettre des gens dans la poche, il faut les convaincre. Alors, il y a des gens qui sont plutôt convaincus parce qu'ils ressentent quelque chose, d'autres parce qu'ils comprennent quelque chose, d'autres parce qu'on leur propose quelque chose de concret, un magazine. Et donc cet exercice sur le Citizen Shift qui était vraiment en fait se poser la question de si on a un but ultime, comment découper en étapes pour parvenir à ce but ultime, et aussi l'importance de toujours se rappeler de pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Je pense que tout le monde devrait se poser la question dans un média à un moment, pourquoi est-ce qu'on met autant d'énergie à faire ça plutôt que d'aller faire de l'argent ailleurs ou quoi que ce soit. Pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait? Quel est notre but? Et de ne pas laisser ce but se diluer. Et donc ces outils qu'ils ont donnés, ça permet en fait dans une rédaction, mais ça pourrait être chez vous par exemple, de vraiment se poser des questions fondamentales et donc du coup après de vraiment choisir les outils pour arriver à ça. Et alors, du coup, un des tout premiers pas que vous avez fait vers votre grande vision, ça a été l'idée de se délocaliser dans des petites villes, c'est ça? Oui, en fait, l'idée de se délocaliser dans les petites villes... Vous êtes à Bruxelles à la base? Oui, donc en fait, les bureaux sont à Bruxelles. Il y a énormément de choses qui se passent à Bruxelles, bon, un peu comme tout en Belgique, mais il y a une autre. Enfin, la Belgique vit tout à fait ailleurs qu'à Bruxelles, et de façon très intéressante. Et ça, ce qui était important, mais dès le début, hein, donc ça, on n'a pas du tout attendu la bourse. C'était dès le début de se dire attention, il faut pas se bruxellocentrer, il faut faire attention à ça parce qu'il y a aussi la démographie à Bruxelles et la sociologie à Bruxelles est assez différente que dans d'autres villes. Donc, on a beaucoup travaillé sur les autres villes. On a travaillé sur les campagnes, on a travaillé même sur les forêts, etc. Et donc, on a toujours fait attention comme rédaction de se dire, il faut... Si on a un magazine, on a trop de sujets sur Bruxelles, ce n'est pas possible. Ça veut dire que justement, on est en train de faire tout ce qu'on ne doit pas faire. Et en fait, petit à petit, et notamment via des campagnes d'affichage qu'on a fait pour justement annoncer qu'on faisait une enquête sur telle ou telle petite ville, sur tel ou tel bourgmestre, sur tel ou tel problème de chasse aux sangliers à tel ou tel endroit, on s'est rendu compte qu'il y avait en fait un vrai appétit pour de l'enquête locale. Oui, concrètement, c'est quoi les premiers résultats de ces tests? C'est quoi les chiffres ou les choses qui vous ont vraiment marqué? Non, nous, en termes de chiffres, je peux citer un exemple très récent. Hein, c'est pas le premier, mais on écrit sur un bourgmestre, donc un maire d'une petite ville qui s'appelle Chigny, en Belgique, et parfois il y a des villes, hein, donc des municipalités, des communes où il y a qu'une seule liste politique. Du coup, il y a souvent en fait des baronnies avec des gens qui ont assez autoritaires au niveau local, et ça permet de faire des enquêtes assez intéressantes et de comprendre. Chigny, c'est un endroit pas très loin de la frontière française, dont personne n'entend jamais parler, mais avec finalement un maire qui est très autoritaire, et donc on a fait une enquête sur lui. Et alors évidemment, il n'a pas aimé, je crois. Non, il n'a pas du tout aimé. Mais après, voilà, c'est comme ça, c'est de bonne guerre. Et l'enquête est très bien. Mais surtout, en fait, ça s'est très bien vendu. Et on a même eu des propositions de gens qui ont dit, voilà, il faut beaucoup plus travailler sur ce qui se passe chez nous.
Parce que il y a, je pense, cet intérêt, c'est que les gens sont, enfin, je vais pas dire les gens, mais on a pas mal de lecteurs qui, à mon avis, sont des gens qui sont très intéressés par plein de choses, mais malgré tout, on est dans l'époque du circuit court, etc. Les gens ont quand même tendance à essayer de bâtir pas mal de choses chez eux, dans leur localité, une forme de réponse à une forme d'angoisse du monde qui est pour beaucoup de gens assez déroutante. Et le fait d'avoir une presse qui est locale mais qui est de qualité, bah, ça aide aussi en fait à travailler le terroir, à le questionner. Et en Belgique, le niveau communal ou le niveau local, bah, c'est le plus proche du citoyen, mais il y a pas mal de choses qui concernent les citoyens qui sont décidées au niveau local. Donc ça vaut la peine de travailler là-dessus. Un autre exemple qui avait assez bien marché, c'est on avait fait une enquête justement sur la chasse dans les Ardennes belges. Savoir si justement les personnes très privilégiées qui ont beaucoup d'argent pour chasser, etc., n'étaient pas en train de finalement bouleverser les écosystèmes à force de vouloir de plus en plus de sangliers, etc. Et cette enquête, voilà, elle visait notamment quelqu'un qui est très très actif dans la construction, dans le bâtiment, par exemple, quelqu'un de très puissant dans la région, visait plusieurs familles très très riches, etc. Puis le lobby de la chasse en général, qui est tout aussi fort en Belgique qu'en France, je crois qu'il est encore plus fort en France d'ailleurs, mais et là, et donc ça dope les ventes localement. Oui, on a déposé des affiches dans des endroits où on n'aurait jamais envoyé quelqu'un déposer des affiches. Ouais, ça vous ouvre à de nouveaux lectorats. Voilà, et ça ouvre à de nouveaux lectorats, mais sans être dans un rapport de se dire uniquement, bon, on fait ça pour vous dans le but uniquement de vente. C'est vraiment, il y a une vraie enquête derrière. On va chercher des fonds, des bourses, etc. pour travailler dessus. On se rend compte que les gens sont tout à fait prêts à sortir 17 € de leur portefeuille comme ça. Donc, du coup, ça permet aussi de falsifier quelque chose qui voudrait dire que plus personne ne veut payer pour lire, etc. Il y a sans doute une vraie désaffection pour la lecture ou un vrai problème où nous, journalistes, on est une partie de la réponse. Je pense qu'on ne va pas pouvoir tout régler nous-mêmes. À partir du moment où, quand on fait des choses, qu'on tente de les raconter le mieux possible, quand on est très honnête aussi sur ce qu'on sait faire, qu'on sait pas faire, je pense que cette approche artisanale, et revenir un peu au fondement de notre métier, et idéalement la plus humble possible, je trouve que ça fonctionne bien. Le nouveau magazine d'investigation en presse écrite Médor est autorisé à la vente. Après un bras de fer juridique avec la société pharmaceutique Mitra, le juge des référés a estimé que l'interdiction n'était rien d'autre que de la censure. Hugues Angot. La justice donne raison sur toute la ligne au magazine Médor. En cause, cet article sur... Alors là, on vient d'entendre un extrait d'un reportage sur la RTBF au tout début, à vos débuts. Vous aviez remporté la victoire contre Mitra, une entreprise pharmaceutique qui avait vraiment clairement tenté de vous censurer. Donc tu viens de nous en parler au niveau de ce que vous faites aussi désormais en local. Alors tu disais justement que c'est là aussi où les lecteurs nous retrouvent, c'est-à-dire quand on essaye d'enquêter sur des choses qu'ils ont envie de savoir, qu'ils ont envie de lire, mais comment un média, donc par exemple comme Médor, peut financièrement s'opposer ou en tout cas résister face à une grande entreprise comme Mitra, face à un bourgmestre qui veut acheter tous les exemplaires ou faire en sorte que le journal ou le magazine ne soit pas lu par les lecteurs. Nous, en fait, on a un gros avantage, c'est que comme on ne dépend pas de la publicité, qui représente, je pense, 4% de nos revenus du magazine papier, sur le web, il n'y en a pas du tout, déjà, on n'a pas ce problème-là. Alors, de toute façon, les annonceurs qu'on a, c'est quasiment que des coopératives, des salles de théâtre, etc. On n'a jamais eu d'annonceurs problématiques. Donc voilà. Et ensuite, on travaille sur des choses, sur des sociétés comme Mitra, on travaille sur des bourgmestres, sur des personnalités politiques. Non pas parce que personne d'autre le font, il y a des médias en Belgique qui le font aussi, et il y a plein de médias de qualité en Belgique. On travaille là-dessus parce qu'on pense qu'à un certain moment, il y a des problématiques. Donc effectivement, quand on parle du bourgmestre Émir Kir, qui était la personne qui avait essayé de racheter tous les Médor dans sa commune, ou d'en faire racheter pour éviter qu'un portrait circule de lui, apparemment, parce qu'un de nos libraires nous avait dit, c'est quelqu'un qui pose problème parce qu'il n'est pas du tout en adéquation avec les valeurs de son parti, qui est le Parti socialiste. Dans son style de l'autoritarisme, etc., avec des rapports avec la Turquie qui sont parfois un peu nébuleux. Donc voilà, on travaille là-dessus. On a l'avantage aussi d'avoir pris la position de dire on va payer les journalistes le mieux possible en étant très transparent sur nos tarifs. On paye environ 2 fois plus. Par contre, il n'y a pas de journalistes salariés, c'est ça ? Non, il n'y a pas de journalistes salariés. Alors, nous, on paye 2 fois plus que le barème recommandé par le syndicat des journalistes, ce qui en soit est pas mal. Il n'y a pas de journalistes salariés pour le moment. C'est un choix pour avoir plus d'expertise variée ou comment ça s'est décidé ?
Le choix, c'était de partir d'un modèle qui nous semblait assez bien, c'était celui de 21, qui, je pense, à l'époque, payait environ 4 000 € pour un reportage. Et donc, on se disait, si quelqu'un est payé 4 000 €, ça veut dire qu'il peut travailler un mois complet en s'en tirant avec un net qui est tout à fait honorable. Et alors, nous, on n'est pas encore arrivé à 4 000 € pour une enquête. On est quand même encore plus bas. Donc, on n'est pas encore du tout parfait à ce niveau-là. Mais c'était effectivement de pouvoir se dire, si quelqu'un est payé correctement, il peut mettre le temps, on peut faire plusieurs versions. On peut à un moment éviter de simplement recevoir un article qui est fait comme ça par quelqu'un dans son coin et le rencontrer et pouvoir à un moment faire travailler un auteur visuel avec lui, pouvoir faire plusieurs allers-retours à la fois pour poser des questions sur le fond mais aussi sur le style. Donc le fait de bien payer permettait aussi de faire ça. Vous êtes sur un modèle de coopérative, effectivement, vous avez déjà pas mal de coopérateurs et aussi pas mal d'abonnés, mais vous en aviez surtout beaucoup dès votre lancement. Est-ce que c'est quelque chose qui progresse? Donc vous en aviez 1500 au lancement, je crois. Aujourd'hui, vous êtes à quoi? Plus de 2008, 2005, 2008? Alors, aujourd'hui, pour le moment, on a 2008, oui. 2800, j'ai pas le chiffre exact. Et vous avez des gros objectifs pour l'année qui vient? Et on a des gros objectifs pour l'année qui vient, puisqu'on a fait un gros investissement dans le cadre du site et qu'en fait, on a prévu une année de publication avec pas mal d'ajouts uniquement pour le web. C'est-à-dire, en fait, nous, on a 5 séries d'enquêtes qui touchent à diverses choses qui sont d'intérêt assez large, notamment sur les big pharma, une autre enquête sur de la souffrance au travail et le dumping social, une autre enquête sur la diversité, notamment la diversité dans l'espace médiatique, une autre sur les inégalités scolaires et une 5e qui est une thématique surprise qui sera choisie avec nos membres et nos coopérateurs. Donc tout ça demande effectivement, en plus le fait de reconstruire un site de zéro, il se fait qu'on ne travaille que avec des outils open source. Donc en fait, on ne se sert pas de code qui a déjà été développé, par exemple chez Google, etc. Donc tout est vraiment développé à partir de zéro, avec un système de gestion de contenu bien particulier, dans un langage qui s'appelle Python, avec la volonté justement donc tout ça prend un peu plus de temps. L'avantage, c'est que ça nous donne une vraie maîtrise sur les outils, qu'on ne va jamais renvoyer un coopérateur ou un lecteur vers un formulaire Google, par exemple. Et donc cet investissement-là fait qu'effectivement, on doit trouver des abonnés. Il faut trouver des abonnés. 2000, 2500, c'est ça, ou 3000 ? Je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est beaucoup. Juste peut-être pour terminer, que tu nous racontes un petit peu plus en détail ce que vous avez vraiment en tête sur la manière d'être peut-être plus proche du local, d'aller dans des villes, est-ce que c'est au niveau de la promotion, est-ce que c'est la manière d'enquêter, la relation aux lecteurs ou à vos abonnés, coopérateurs, etc. Comment, c'est quoi vraiment la priorité aujourd'hui pour vous pour avoir plus d'impact et devenir plus gros? Vraiment, par rapport au niveau du local, l'objectif, nous, avec les 4, ce qu'on appelle donc des Médor Tours, la rédaction part pendant une semaine dans 4 villes, qui sont a priori des villes qu'on a peu traitées. Donc, il y en a une qui s'appelle Arlon, qui est vraiment une ville assez intéressante, posée juste à côté du Luxembourg et de la frontière française. On a La Louvière, qui est une ancienne ville industrielle, qui est en pleine reconversion, notamment une ville culturellement très riche. On a Oui, qui est une ville près de Liège, entre Liège et Namur, comme ça, aussi un peu particulière, avec pas mal de problématiques sociales à traiter. Et on a Lannes, qui est une des villes les plus riches de Belgique, avec une grande bourgeoisie qui vit derrière des grandes clôtures, etc. Et donc l'intérêt d'aller vraiment dans ces endroits-là, c'est à la fois de tester différentes méthodes d'enquête. Donc en fait, un Médor Tour, c'est différents genres journalistiques. Dedans, il y a un portrait puzzle d'une personnalité clivante dans la ville. Donc le premier jour du Médor Tour, on sort une partie du portrait, puis après on pose une question au lecteur. Ok, vous avez lu cette partie-là, qu'est-ce qui vous intéresserait de savoir? Qu'est-ce qu'on doit creuser? Est-ce qu'on doit aller interviewer telle ou telle personne? Est-ce que vous avez une idée, un document, une source? Donc de créer ces portraits-là. Ça, c'est sur les réseaux sociaux, dans des cafés, ou les deux? Ça se fait en vrai, donc sur les réseaux sociaux, ça se fait dans les cafés, ça se fait sur place. Donc on aura un lieu de rédaction, les gens pourront venir nous trouver dans chacune de ces villes. On aura des périodes où on ne sera pas en train de travailler, on sera juste en train de discuter. À la fin de chacun des Médor Tours, on fera une balade commentée avec un artiste, qui est un artiste comédien, qui montrera tous les lieux par lesquels on est passé pour faire nos recherches. Il y aura une forme de cartographie participative où on pourra dire là c'est un lieu intéressant, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire, est-ce qu'il s'est passé quelque chose récemment d'important pour votre ville. Il y aura ce qu'on appelle la question, qui est vraiment une enquête sur
souvent un enjeu lié au développement du territoire, puisque ce qui touche dans les localités, c'est la construction d'un centre commercial, la perte de services publics, un hôpital qui ferme et qu'on va déplacer ou délocaliser vers un autre endroit pour différentes raisons. Très souvent, on se rend compte que la presse locale en elle-même existence fait un boulot de grande qualité en Belgique. C'est une presse qui est très lue. En fait, c'est ça qui est assez intéressant. C'est une presse qui vit bien. Bon, après, avec plein de difficultés, mais par rapport à d'autres titres, c'est moins dramatique qu'ailleurs. Mais parfois, c'est aussi une presse qui est très débordée, qui n'a pas assez de personnel, qui n'a pas toujours non plus le temps, en fait, de mettre un mois et demi dans une enquête. Quand on est en local, on doit publier beaucoup. On a souvent 3 pages par jour à remplir comme journaliste. C'est un travail assez dur et précaire. Donc nous, on est plus là, non pas pour se substituer à la presse locale, mais plus pour se dire, bah voilà, si nous, on arrive avec un peu plus de temps, avec peut-être des enveloppes budgétaires pour pouvoir faire des développements. Je parlais de cartographie, de faire des formulaires en ligne, etc. Donc tout ça, c'est plutôt tourné vers le numérique, ce dispositif. Le dispositif-là est plutôt tourné vers le numérique et de façon présentielle. L'idée, c'est vraiment, avec l'existence d'une rédaction, mais on l'a fait dans chacune des villes, on a fait une phase exploratoire où on est allé poser un stand au marché avec 2 grandes feuilles simplement pour demander aux gens qu'est-ce qui va dans votre ville et qu'est-ce qui ne va pas dans votre ville. Et très souvent, on se rend compte que, évidemment, beaucoup de gens ont beaucoup de choses à dire sur ce qui ne va pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont plus de mal à se positionner sur ce qui va. Alors qu'il y a toujours des choses qui vont. Et donc, c'est aussi créer un débat avec le citoyen et de se dire, pour vous, en fait, finalement, quel est l'essentiel? Pourquoi est-ce que les choses ne vont pas? Quand vous vous plaignez de telle ou telle chose, d'un problème de parking, etc., est-ce que vous avez les outils pour savoir pourquoi ça ne va pas? Ou est-ce que vous trouvez intéressant qu'une équipe de journalistes se pose cette question-là? Donc en fait, vous vérifiez à chaque fois que ce sur quoi vous avez le sentiment qu'il est intéressant d'enquêter ou au moins de faire un reportage, c'est vraiment quelque chose qui intéresse le lecteur. Voilà, c'est ça l'idée en fait, c'est vraiment de se dire à un certain moment, pendant un temps on a fait beaucoup d'enquêtes qui sont des enquêtes, alors je dis pas qu'il faut, le travail d'enquête d'initiative doit absolument rester dans un média d'investigation, ça me semble essentiel, c'est-à-dire que c'est pas au lecteur entre guillemets de dicter tout ce qu'il faudrait écrire, ne pas écrire, ce sur quoi chercher, parce qu'en fait nos coopérateurs nous ont même dit la première fois qu'on leur a posé la question, on leur a dit vous voudriez qu'on écrive sur quoi? Et on s'est rendu compte qu'on avait mal posé la question. Ils étaient complètement éberlués, de dire c'est pas à nous de savoir, c'est vous les journalistes. De toute façon, vous nous surprenez. On aime bien que vous nous surpreniez avec des sujets. Moi, j'avais récemment travaillé sur les investissements du Qatar à Malmedy, une petite ville près de chez moi, etc. Donc ça les surprend. Donc on doit garder cette partie-là. Mais c'est aussi parfois de se dire ça ne sert à rien de débloquer plein d'énergie dans une enquête qui parfois ne va parler à personne. Donc faire ce test et trouver les outils alors il faut pas poser la question dans le genre vous voudriez qu'on écrive sur quoi? Ça c'est une question on a fait l'essai, ça ne marche pas. Par contre on a fait un premier test la semaine dernière de conférence de rédaction ouverte. Donc on ouvre la rédaction à nos lecteurs. On leur a vraiment dit voilà, on a ces 4 thématiques d'enquête en ligne, on a les meilleurs retours. Il y a une thématique sur laquelle on aimerait bien vous laisser le choix en fait. Et mais pas simplement un choix par vote ou un truc comme ça, c'est d'en discuter, de dire voilà qu'est-ce qui pourrait être complémentaire au fait de travailler sur les inégalités scolaires et sur la souffrance au travail. Et alors par exemple, on a beaucoup de gens qui viennent du milieu culturel et qui se posent plein de questions sur le milieu culturel et souvent ils le connaissent mieux que nous. Et donc ils peuvent nous donner des pistes, de dire vous devriez peut-être travailler là-dessus. Moi je constate ça. Donc par exemple sur l'école, c'est assez intéressant parce qu'à un certain moment, on arrive dans une discussion avec des parents qui vont dire je trouve que les associations de parents, par exemple, ne sont pas assez consultées ou justement prennent trop de pouvoir dans les écoles et ça nuit au corps professoral. Et donc, quand on commence à faire une rédaction ouverte où il y a une vingtaine de personnes et tout le monde commence à dire oui, en effet, ce truc-là, j'ai le même problème dans l'école de mon enfant, etc. On commence à avoir un feeling de se dire si sur 20 personnes, 15 personnes ont l'air intéressées par ça, c'est peut-être qu'il y a un truc, en fait. Et donc, en tout cas, ça nous donne envie d'aller sur le Médor Tour pour aller voir Médor en vrai. Et en tout cas, merci beaucoup, Quentin Noirfalis. Donc du coup, en direct de Belgique, merci de nous avoir consacré un peu de ton temps parce que je sais que tu as plein de choses sur le feu en ce moment. Merci à vous toutes et tous pour votre écoute et rendez-vous jeudi prochain. À bientôt. Au revoir. Aparté est un podcast produit par Jinkyo. Il est animé par Élise Colette et Jean-Baptiste Diebold. Notre expert du son et de la réalisation, c'est Raphaël Belon. La communication et les réseaux sociaux d'Aparté sont animés par Laurie Lejeune. Le design graphique a été imaginé par Benjamin Leble et la musique composée par Boris Leble. Vous pouvez retrouver Aparté sur Instagram, en 2 mots, comme en latin,
A, plus loin, partez. Plus loin, podcast. Comme en anglais. Non, comme en latin. Bon, bref, c'est un balado francophone. A, partez, podcast. Posez-nous vos questions, suggérez-nous de nouveaux invités, envoyez-nous des étoiles et des commentaires. Et si vous n'aimez pas Instagram, vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter. Elisco, ELIZCO. XJBDX. Merci pour votre fidélité.